interroger certains politiques, parce qu'il y a des politiques régionales parfois qui croisent des politiques nationales. Ça peut être d'utilité de contacter les élus, surtout dans une période d'élection, sur des projets. Il y a peut-être possibilité de faire qualifier quelque chose qui n'avait pas été perçu au début, c'est-à-dire peut-être entrer dans le territoire d'industrie ou dans les projets portés par les régions. Ce n'est pas complètement déconnant de le faire maintenant. Rappelons qu'il y a quand même des élections en juin, qu'il y a France Relance et que c'est une nécessité aussi pour nos élus de dynamiser les régions. Donc, c'est peut-être pas complètement inopportun de se manifester auprès des élus. Excusez-moi, juste une question. Si je replace ça sur une échelle de temps, on est quand même sur des projets à moyen long terme. On parle d'années, une paire d'années, non? Je me trompe? Oui. Totalement. Hein. Les projets, ce qui avait été demandé, c'était à l'origine dans le territoire d'industrie, c'était d'aller le plus vite possible et d'avoir des résultats sur le terrain immédiat, hein, c'est-à-dire à l'horizon de 1, 2 ou 3 ans, et pas d'avoir des projets futuristiques à 10 ans ou 15 ans. Ce n'était pas ça l'objectif. Hein. C'était bien de revitaliser et de recréer une dynamique locale. Alors, dans le cadre de France Relance, c'est la même question, c'est le même objectif. Il faut aller vite. Et c'est pour cela qu'ils ont réintégré le territoire d'industrie dans le plan France Relance et qu'on a beaucoup de mal à faire les liens et à faire la distinction. Mais je pense que le projet qui est prêt et qui va délivrer sous 1 an ou 2 ans, c'est le projet qui sera privilégié. Excusez-moi, je me suis mal exprimé sur la notion de moyen terme, court terme, je suis désolé. Ça veut dire que ça s'adresse à des entreprises en bonne santé qui sont capables de tenir encore 1 ou 2 ans pour voir une subvention aboutir sur un projet de développement qu'ils auront mis en œuvre, c'est ce que je comprends. Nous, c'était notre cas. Je n'ai pas connaissance de projets qui ont permis à des entreprises de survivre. Par contre, la plupart des exemples que je connais, c'est effectivement comme celui de Luc, c'est des entreprises qui avaient un projet de développement et qui s'est trouvé accéléré par ces plans. Alors peut-être que derrière cette question, il y a le cas de la restructuration. Mais... Je raisonne plus basiquement. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation où tout ne va pas mal, il ne faut pas exagérer. On a quand même quelques secteurs qui sont en panne, comme l'aéronautique et l'automobile, qui doit être le premier et le troisième secteur le plus pourvoyeur si on oublie les PME, PMI. Et c'était de savoir si effectivement ces leviers-là permettaient d'accélérer la relance, mais quand on dit la relance, c'est quand on a besoin d'avoir du chiffre d'affaires, c'est pas dans 2 ans. C'était de savoir effectivement si c'était ces leviers sur lesquels il faut dépenser de l'énergie et nous, Rexam, on est capable d'aider. Ou alors, bon, ce sont des projets sur 2 ans, donc ce sont des projets qui seront effectivement plus sur, on va dire, des cabinets de conseil plus long terme, qui sont en mesure effectivement d'accompagner sur long terme des clients qui sont en bonne santé. Parce qu'une boîte qui ne va pas bien, de 24 mois, c'est peut-être 3 fois le temps qu'il faut normalement pour passer en redressement et en liquidation dans bien des cas, quoi. Robert, Jean-Marc a levé la main. Oui, je voulais juste, donc face à la question qui se pose maintenant, dire la chose suivante. D'une part, cette complexité des opérations décentralisées, elle n'est pas nouvelle, on l'a déjà vécu dans le temps. Enfin, moi, je l'ai vécu dans mes activités de conseil antérieures dans le passé. Il faut effectivement assurer une présence sur le terrain et être à la recherche des infos locales compte tenu de la diversité des pratiques éventuelles entre les différentes collectivités territoriales. Donc ça nous pose un problème d'organisation interne, je parle côté SOS. Effectivement, comment travailler intelligemment entre le GP41, le Rexam avec ses groupes régionaux éventuels, les groupes territoriaux de la SOS, etc. Comment est-ce qu'on maille notre réseau pour que sur les différents territoires, nous soyons en mesure d'accéder à l'info. Après, il y a 2 questions qui se posent. Il y a d'une part, effectivement, comment prendre le train en marche, puisque le train est en marche. Ça, c'est une question. Mais comment être à l'affût des infos sur les évolutions futures et sur les nouveaux trains qui démarreront, parce qu'il y en aura.
Et donc, je crois qu'il faut qu'on croise ces différentes questions et qu'on travaille sur un plan de bataille commun entre nos différentes structures si on veut réussir et progresser au bénéfice de tout le monde, au bénéfice des entreprises dans lesquelles il y a des gazards, au bénéfice des membres du Rexam qui interviendront en support éventuellement, etc. Donc voilà, moi je crois que c'est vraiment l'objet pour moi de ma présence ici et de la synergie que je vois entre GP41 et Rexam, mais au-delà aussi avec les groupes territoriaux et probablement avec d'autres groupes professionnels. Oui, tu as raison, il faut que cette initiative soit, je dirais, la plus ouverte possible. Bien entendu, là, on fait une réunion dans le cadre, je dirais, des arts et métiers, mais en invitant des externes. Et je pense que sur ces questions, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai observé dans les binômes territoire d'industrie, s'il y avait que 11 ou 12 gazards sur 144 binômes, ça veut dire qu'il y a plein d'acteurs en dehors de la communauté qui sont actifs sur ces questions. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mobiliser et à montrer dans nos interventions vis-à-vis des élus qu'il n'y a pas que notre communauté, on ne travaille pas que pour notre chapelle, mais on se bat pour l'industrie, on se bat pour redynamiser les territoires d'industrie. Et comme ça a été dit par Philippe, les élections régionales arrivent. Il faut profiter de ces créneaux, enfin de ce moment-là pour insister auprès des élus. Et si on a un projet qui est prêt à être décidé, c'est peut-être l'opportunité d'accélérer une décision. Ils ont besoin de médailles. Nous, on a besoin d'emploi et de business. Pour rebondir sur ce que dit Robert, donc sans trahir aucun secret, avec une CCI, une grande CCI du Sud, on va plutôt la nommer dans le Sud, ils sont sur une réflexion aujourd'hui de labelliser des expertises, des ressources, des cabinets de conseil, des ingénieurs, enfin des experts, parce qu'aujourd'hui, ils ont bien compris que leurs ressortissants étaient en demande. Donc même les CCI aujourd'hui sont en train de faire un annuaire, et je sais d'autant plus que je travaille avec eux sur la définition du cahier des charges. Donc aujourd'hui, ce qu'ils ont besoin, c'est d'identifier les besoins des entreprises. Ça, c'est aux chefs d'entreprise d'aller vers les CCI. Et les CCI, en même temps, doivent répondre à leurs ressortissants, que sont les entreprises, en leur proposant des labels ou des cabinets labellisés pour répondre à l'accompagnement. Parce que le maître mot de demain, comme le rappelait Jean-Marc, pour les synergies, c'est l'accompagnement. Le vrai mot de demain sur territoire d'industrie, sur Alliance Industrie du futur, c'est l'accompagnement. L'accompagnement par des experts, par des ingénieurs et par des ressources ad hoc. Donc le défi qu'on va avoir, c'est de communiquer que nous sommes présents et puis de répondre présent aux besoins qui auront été identifiés par différents partenaires que sont CCI, mais aussi CPME, MEDEF et j'en passe, quoi. Y compris les régions, hein, parce que je vois très bien les régions demain être les prescripteurs. Hein. Excuse-moi, juste une suggestion, Jean-Louis Lequeux. Est-ce qu'il n'est pas possible de faire une démarche en ciseaux dans ces conditions-là, c'est-à-dire d'aller prêcher notre rôle potentiel auprès de grands décideurs tels que Bercy et le ministère de l'Industrie avec Madame Agnès Pugnacier pour pouvoir effectivement agir obtenir une recommandation. On porte quand même une partie du projet Industrie 4.0. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, effectivement, de pousser notre pion de ce côté-là pour que ça puisse aller du haut vers le bas en même temps? Parce que le boulot me semble tellement, excusez-moi, c'est une impression, hein, je n'ai pas l'habitude de le voir au niveau des régions, tellement touffu, tellement diverses, tellement étalé, avec une multitude d'intervenants qu'à un moment donné, j'ai un peu peur que si la parole ne descend pas à un moment donné de la colline, ça risque d'être quand même un petit peu difficile et ça risque d'être un travail absolument colossal à faire pour chacun au niveau du terrain. Et je ne sais pas si tout le monde a le temps de le faire, parce que de toute évidence, ça nécessite des ressources et du temps. Donc le fait d'avoir un petit coup de pouce par le haut, est-ce que ça ne nous aiderait pas? C'était exactement ce qu'on voulait faire l'année dernière avec Philippe. On avait préparé une sorte de message pour Agnès Pannier-Runacher et pour le haut commissaire au plan
au plan. Et en fait, ça s'est arrêté là parce qu'il y a eu un changement, je dirais, à l'état-major de la société. Et donc, il y a eu des interrogations sur comment porter ce type de message et comment non seulement avoir un rendez-vous, ce qui est peut-être le plus facile d'avoir un rendez-vous quand on connaît les personnes, mais quand on arrive à rencontrer Agnès Pannier-Runacher, je pense qu'il faut avoir derrière plus que de lui dire que c'est important qu'on ait une communauté et qu'on est prêt à se mobiliser. Je pense qu'il faut le démontrer également. Donc ça demande un travail, mais effectivement, il faut certainement engager cette action. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Marc. Oui, moi je crois que l'effet de ciseaux dont parle Jean-Louis est effectivement une approche qui a toute sa place, mais il ne faut pas oublier l'autre branche du ciseau, c'est-à-dire celle qui est sur le terrain dans les territoires, et celle-là, elle est incontournable. Moi, je vous dis, je l'ai vécu avec ma petite structure de conseil, mes 2 petites structures de conseil. J'avais 2 fois une douzaine de consultants basés à Toulouse. J'ai mené des opérations parce que le constat qui était fait, grandes entreprises et grands cabinets de conseil, n'est pas une fatalité, et c'est quelque chose qui est dû surtout au fait que les grands cabinets, justement, ont des structures qui leur permettent d'avoir en permanence l'accès à l'info. Ils travaillent eux-mêmes, bien qu'ils aient des velléités d'aller plus vers les petites entreprises, ils travaillent majoritairement avec les grandes entreprises et ils apportent des dossiers avec des grandes entreprises, d'où le constat qu'on fait souvent en pensant que c'est un peu une chasse gardée et inaccessible. En fait, on peut, au contraire, si on apporte des dossiers d'entreprises de taille plus modeste, d'une part, si des consultants sont capables d'apporter le support à des entreprises de taille intermédiaire ou plus petite, et même d'apporter les entreprises en même temps qu'ils proposent leurs conseils, souvent c'est très bien accueilli parce qu'effectivement, on sait très bien que l'emploi ne se crée pas par les grandes entreprises, mais que l'emploi, il est fortement dans le tissu des PME et qu'il faut des actions sur ce plan-là. Donc, je crois qu'on a vraiment à réfléchir à plusieurs angles d'attaque et après à voir comment on peut organiser une action efficace sur le terrain. C'est vrai que c'est difficile d'être à la fois très investi dans le quotidien et en même temps de faire cette veille et d'aller à la recherche de l'info, voire de faire un peu de lobbying, etc. en parallèle. C'est indispensable et c'est la seule voie. Donc, il va bien falloir trouver des compromis pour arriver à progresser au service de tous, comme je le disais tout à l'heure. Aymeric avait la main depuis un petit moment. On reste sur le même thème pour rebondir un peu sur ce que dit Jean-Louis et Jean-Marc. Je pense qu'on est beaucoup à être référencé au niveau des CCI, etc. Moi, je suis référencé à titre de ma société, mais individuel, conseil tout seul, comme offreur de solutions sur du conseil, Occitanie. Mais pour les entreprises, il reste une toute petite structure, je suis tout seul. Je pense que je n'ai pas forcément inspiré confiance, sauf si c'est déjà des clients à moi. Donc, je me demande, je suis persuadé, Jean-Marc en a déjà parlé, qu'il faudrait qu'on arrive dès le départ à faire des regroupements pour rassurer les entreprises, pour avoir une offre qui est plus globale et avoir une plus grosse force de frappe. Alors, c'est le thème de notre prochaine conférence avec Sam, les groupements d'indépendants, effectivement. Et il y a plusieurs volets à la réflexion sur ce thème des groupements, dont notre capacité à mettre en lumière, en fait. Il faut l'organiser d'abord, il faut qu'on soit à pied d'œuvre. Et une fois qu'on est à pied d'œuvre, il faut effectivement le valoriser à l'extérieur. C'est-à-dire que quand tu te présentes en tant qu'indépendant, tu dis « je suis indépendant, mais avec un réseau et un appui de 150 ou 200 consultants derrière moi qui peuvent intervenir, co-intervenir et apporter un support pour une action de plus grande envergure. » Et donc, notre capacité à monter ces groupements, ça a déjà été le cas, mais on peut largement la développer, l'améliorer pour être capable. Voilà. Et après, il faut la marketer, il faut la valoriser. Donc, tant qu'il y a du pain sur la planche pour avancer concrètement et rapidement. Je crois qu'effectivement, le redémarrage de ce GP41, pour moi, est vraiment une opportunité qui converge complètement avec
avec les discussions qu'on a à l'interne au Rexam et aux questions qui se posent plus généralement vis-à-vis des entreprises et du bénéfice de ces plans de relance. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est de réanalyser sur l'ensemble des territoires d'industrie, même si on revient quand même aux origines à 2019, et de voir quels sont les binômes et comment on peut travailler sur ces territoires. Pas partir parce que, comme on l'a dit, la notion de temps est importante à la fois pour le gouvernement qui veut montrer qu'il réussit son plan de relance, comme il a réussi territoire d'industrie. Donc, de toute façon, c'est ça qui comptera dans les échéances à venir. Donc, on a des sources, on a des informations, donc il faut peut-être se focaliser là-dessus. Et comme tu l'as dit, essayer de voir quelle forme d'organisation est la mieux adaptée pour répondre à des accompagnements. Est-ce que l'indépendant dans son coin qui est membre du Rexam mais qui gère son cabinet en auto-entrepreneur, ce n'est pas la réponse pertinente à ce genre de plan de soutien? Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cette question là, de comment s'organiser? Je vois Johan Suzanne qui a lancé une initiative, mais très financière, mais peut-être ça peut peut-être éclairer, donner une idée. Merci Robert. Moi j'écoute depuis tout à l'heure. C'est vrai que pour moi, dans la vie d'une journée, au-delà sur l'aspect financier, il y a un vrai sujet d'accompagnement auprès des maires et des préfets. Vous m'entendez mieux? Oui, c'est mieux. Oui. Ce que je disais, au-delà de l'aspect financier que je pourrais effectivement présenter dans le plan de relance, il y a un vrai enjeu auprès des maires et des préfets au niveau local sur ce sujet-là, pour connaître un petit peu comment ça se passe en région et notamment en Lyon. Donc la Bourgogne qui a été évoquée précédemment. C'est vrai que les agglomérations et les régions attachent une importance particulière sur cette industrie et sont à l'écoute d'une dynamique qui peut être mise en place. Donc, effectivement, se rapprocher des gens de la commune ou des régions a du sens par rapport à ça. Pour répondre à ta question, Robert, dans le cadre du plan de relance, effectivement, d'une façon plus large et en parallèle du plan mis en place par rapport au territoire et à l'industrie, il y a une réforme dans le plan compétitivité qui est en train de se mettre en place, qui s'appelle plan de relance, sur une enveloppe mise à disposition notamment par les assureurs de 20 milliards. Et sur ces 20 milliards, il y a 2 enveloppes qui vont être distribuées, une par les banques en prêt participatif de 14 milliards, 11 ont déjà été budgétés. La communication a eu lieu hier ou avant-hier. 6 devraient venir sur des obligations relance. Pour répondre à une potentielle question sur la restructuration, il faut quand même s'adresser auprès de fiables et saines, mais il peut y avoir des réels intérêts d'aller sur une réflexion de prêt participatif ou obligation pour compléter les budgets mis à disposition dans le cadre du plan de relance. D'accord. Mais en fait, la question que tu as créée, enfin, Sociétex avec d'autres, ont lancé une initiative qui s'appelle les experts de la relance. Experts de la relance, effectivement. Ce qui est important, c'est l'idée elle-même qui peut être transposée finalement. On pourrait créer un groupe, les experts de la réindustrialisation ou de la relance industrielle. Mais en fait, ce serait un système ouvert où ce serait une sorte de coordination entre le Rexam, entre d'autres cabinets conseils qui verraient un intérêt d'accompagner, comme ça a été dit, des projets de réindustrialisation. C'est exactement ça dans le cadre des experts de la relance, donc d'une façon plus large sur tout type d'entreprise. C'est vraiment de créer une dynamique et un échange entre les différents partenaires
pour déjà s'accompagner dans les différentes questions qui peuvent se poser, mais aussi à terme avoir un certain poids dans la réflexion. Et de pousser en ce sens. On peut travailler sur différents sujets de façon parallèle et parfois être concurrent sur différentes problématiques, mais l'idée globale, c'est quand même qu'on est sur le même marché et qu'il faut s'accompagner tous ensemble pour s'aider à sortir de cette crise sanitaire qui est mise en place. C'est vraiment l'idée d'aller tous dans le même sens et de trouver des moyens communs pour répondre aux besoins du marché. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que vous avez fait côté financier, financement en tout cas, c'est que vous adressez essentiellement à des PME, PMI. Et c'est le cœur de cible aussi de notre communauté, puisqu'on voit bien que les grands groupes ou les grandes ETI sont parfaitement structurés et ont moins besoin, je dirais, d'aide, en tout cas d'aide d'accompagnement, puisqu'elles ont déjà des organisations qui sont en place et qui savent faire. Effectivement, l'orientation, c'est vraiment PME, ETI, du dispositif et en règle générale. Donc, ça correspond pleinement à ce que vous avez présenté jusqu'à maintenant pour cette réflexion et cet accompagnement. Bon, je ne sais pas s'il y aura d'autres interventions dans ce domaine, mais pour conclure, Johan, ce serait bien que tu prennes contact avec Jean-Marc Durieux et que tu lui expliques dans le détail ce que vous avez fait. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Ça sera avec plaisir de présenter de façon un peu plus détaillée le cadre, même si par la suite vous souhaitez on fasse une présentation plus précise du plan de relance sur le marché obligataire. Je n'ai pas de souci à prendre du temps pour ça. Ok, merci d'avance. Merci, Johan. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Philippe, auxquelles on n'a pas répondu? Alors, a priori, non. J'ai essayé de relayer des liens sur les échanges qui étaient faits. Donc, chaque fois qu'on a parlé d'un plan de relance ou autre, j'ai mis un lien LinkedIn sur des articles. Il y a pas mal d'éléments. Et pour Johan, j'ai mis donc, je crois que c'est un groupe LinkedIn, hein, si je ne me suis pas trompé. Oui, c'est ça, c'est une page LinkedIn, les experts de la relance. Ben, c'est ça, j'ai mis le lien direct, comme ça chacun peut aller voir. Est-ce que le chat est enregistré et va être rediffusé pour récupérer toutes ces infos? Je vais tout te transmettre, Jean-Marc. C'est déjà copié dans Jean-Marc, Jean et Robert. Vous allez avoir directement toutes les minutes des échanges. Merci. Et David aussi. Bon, je pense qu'on arrive au terme de du créneau qu'on avait convenu. On a un peu débordé l'heure qui était prévue. Ce qui est important, c'est, je pense qu'on a de la matière pour organiser d'autres événements. Donc, au niveau, comme je l'ai dit d'entrée, au niveau du bureau, on va rediscuter de ce qui a été mis sur la table ce soir et organiser des événements qui répondent à ces problématiques, ces questions. Et on va essayer de faire un autre webinaire en juin. Je pense qu'il faut aller aussi assez rapidement. Il y a beaucoup de sujets à traiter. Et on va je vous invite également de votre côté à faire un peu de publicité, parce que plus on est autour de la table, plus il y a d'idées et plus on peut aller vite et résoudre des questions telles que se sont posées ce soir. En tout cas, je vous remercie tous de votre patience même si on n'a pas répondu à toutes les questions, on sait qu'on doit y répondre et on va s'organiser pour vous apporter des réponses. Est-ce qu'il y a d'autres? Merci Robert pour cette belle initiative et pour cette belle perspective qui s'ouvre à nous. Tout à fait. On est motivé, donc il n'y a plus qu'à mettre du charbon dans la machine, enfin pas du charbon, mettre de l'énergie, mettre des ressources dans le moteur. Décarboné. Énergie verte, parce qu'en fait, il faut être en transition énergétique et écologique qu'on n'a pas vraiment traité encore. Donc, il y a du pain sur la planche. Et bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée à tous. Merci à tous. À bientôt, au revoir.